J'ai vu passer il n'y a pas longtemps une statistique non encore publiée sur le taux d'éco-anxiété en fonction de la formation des individus. Vous rigolez parce que vous allez voir la réponse. C'est pas loin de 50% dans les études d'ingénieurs et c'est 9% pour HEC. Il y avait deux questions en parallèle qui se ressemblaient beaucoup. D'une part, des gens dans la salle avec un MBA qui demandaient qu'est-ce que l'éducation du MBA de demain devrait changer, et d'autre part, les ingénieurs. Et on a reçu la même question des ingénieurs qui demandaient comment changer le cursus des ingénieurs, est-ce qu'il doit changer afin de répondre aux défis que vous articulez. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps une statistique non encore publiée sur le taux d'éco-anxiété en fonction de la formation des individus. Vous rigolez parce que vous allez voir la réponse. C'est pas loin de 50% dans les études d'ingénieurs et c'est 9% pour HEC. Donc si je suis un peu taquin, faut supprimer 90% des gens qui font HEC si on veut. Si je suis un peu moins taquin, mais pas beaucoup moins, depuis quand est-ce que les MBA se développent? Depuis que l'économie se mondialise. Quels sont les emplois des gens qui vont faire un MBA? C'est comme moi du reste, donc c'est pas en train de, puisque moi je suis un aussi, c'est des supplétifs de la mondialisation. Vous allez travailler dans des grandes organisations multinationales qui n'existent pas sans mondialisation, et chez des supplétifs de ces organisations, donc chez les grandes practices du conseil, du commissariat aux comptes, de l'audit, de la finance, etc. Une fois qu'on a viré tout ça, des gens pour aller faire du contrôle de gestion chez des gens qui mettent des petits pois en boîte, il n'y en a pas beaucoup. Que deviennent tous ces métiers dans un monde qui se décarbone? Dans un monde qui se décarbone, vous allez ralentir les flux, simplifier le monde, diminuer la quantité d'organisations à large échelle que nous avons, et donc vous aurez moins besoin de ce genre de personnes. Par ailleurs, je vais continuer à être un peu taquin, quand vous regardez l'utilité sociale des métiers de la finance, dans ce que fait une banque, il y a 10 à 20% de son activité, donc les 20% à 30% qui sert la collectivité et 70% qui sert elle-même. Toutes les activités de marché, spéculation pour compte propre, etc. Il suffit de regarder à quoi ressemble le bilan d'une banque. Les engagements, les contreparties qui sont les crédits aux entreprises et aux particuliers, ça fait toujours moins de la moitié du bilan. Et tout le reste, c'est des engagements pour compte propre. Bon, ça veut dire qu'en gros, les financiers, la moitié de leur activité consiste à se servir eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle ils sont si bien payés. Est-ce que tout ça est utile à la collectivité? Pas nécessairement. Est-ce qu'on en a besoin dans un monde qui se décarbone? Non, puisqu'on va ralentir les flux. Et dans un monde qui devient moins complexe, de toute façon, les arbitrages spéculatifs qui vous permettent de gagner de l'argent, il y en a moins. Donc, la réponse, c'est, je suis désolé d'être un peu cash, mais puisqu'on m'a posé la question, la réponse, c'est, en fait, en toute bonne logique, on a besoin de moins de gens comme ça dans un monde qui se décarbone. Alors que des ingénieurs, on en aura toujours besoin, mais pas que des ingénieurs. On aura besoin de plus en plus de gens qui ont un contenu technique pratique à proposer. Donc là-dedans, vous avez aussi des conducteurs de train, vous avez aussi des agriculteurs, vous avez aussi, il n'y a pas que les ingénieurs dans cette histoire. Les ingénieurs, c'est un petit bout des gens qui ont des compétences techniques. Enfin, je veux dire, un agriculteur, il a des tas de compétences techniques. C'est pas des tas de trucs que je suis incapable d'apprendre, de faire. Bon. Donc, c'est ça. Je pense que on va aller vers ça. Et des gens qui sont juste des gestionnaires de la complexité, eh bien, dans un monde qui se décarbone, on devrait, en toute bonne logique, en avoir moins besoin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans le cursus de ces gens-là? Des petites choses à la marge, mais surtout réorienter les proportions respectives des cursus. Voilà. Or, quand vous regardez les 20 dernières années, les MBA ont considérablement plus augmenté que les cursus d'ingénieurs. Voilà. Mais ceci allant avec cela, c'est la mondialisation. La culture emploie 700 000 personnes. C'est un secteur qui se pense a priori peu concerné par les catastrophes climatiques. Mais vous dites, en cas de choc énergétique, climatique ou sanitaire, beaucoup risquent donc de voir leur emploi menacé à terme. C'est quelque chose qu'on n'a pas à l'esprit, mais si on a des gros chocs, comme vous les évoquiez tout à l'heure... Il y en a un que vous avez connu quand même de très près, qui est le Covid. Plus de salles de cinéma, plus de concerts, plus de festivals, celui-là, il a quand même été parfaitement visible. Alors, effectivement, il n'avait pas un déterminant climatique, celui-là.
Cela étant, il faut bien voir que dans la partie développement des pandémies, à aucun moment on ne fera jamais le lien entre le développement d'une pandémie et des conditions climatiques particulières. Alors que quand vous regardez les études épidémiologiques, on sait qu'il y a des évolutions qui sont favorisées par le changement climatique. Par exemple, l'augmentation de l'intensité des moussons, ça favorise le choléra. Par exemple, enfin, il y a d'autres. Donc, c'est pas. Mais au moment où la pandémie arrive, vous voyez absolument pas le lien avec le climat, ce qui est tout à fait normal. Et puis, c'est évident qu'il n'y a pas de lien univoque que vous pouvez établir. Sur la partie énergétique, bah oui, il faut beaucoup de voitures pour que des gens puissent aller à des grands festivals. Avant l'époque de la voiture pour tous, il n'y avait pas de grands festivals. Il y en avait, ou en tout cas beaucoup moins. Avant, il y avait des troupes ambulantes de théâtre qui allaient de village en village, en roulotte à cheval. Mais il n'y avait pas de festival où les gens allaient tous en voiture. Il n'y avait pas de multiplex en banlieue. Voilà. Donc il faut bien voir que le secteur culturel, il a une dépense qui est loin d'être négligeable à la mobilité motorisée. Il a par ailleurs une dépendance qui est loin d'être négligeable de façon plus structurelle à l'abondance énergétique, parce qu'en fait, l'abondance énergétique a permis, en faisant travailler les machines à notre place, de libérer du temps pour permettre, et a permis la création de plein d'emplois qui n'existaient pas à l'époque de la société paysanne. D'accord ? À l'époque de la société paysanne, il n'y avait pas de monteur, il n'y avait pas de tourneur, il n'y avait pas de Nikos Aliagas, il y avait pas de, enfin, tous ces emplois n'existaient pas. Tout simplement parce que la productivité du travail n'était pas telle que les gens pouvaient se permettre, sur l'ensemble d'une population, d'affecter 1% des gens à nourrir tout le monde, c'est ce qui est à peu près le cas aujourd'hui en France, d'affecter encore quelques autres pourcents des gens à piloter les machines qui nous permettent d'avoir des vêtements, des maisons, des voitures, des tables, des chaises et des vidéoprojecteurs, et tous les autres peuvent s'occuper d'autre chose, y compris enseigner, faire de la création, s'occuper de télévision, et faire de la comptabilité, et faire le consultant comme moi, qu'est-ce que je sais encore. Et ça, c'est également un fruit systémique, celui-là, de l'abondance énergétique, c'est la tertiarisation du travail et le temps libre. Et en fait, le secteur audiovisuel moderne est un enfant de la tertiarisation du travail et du temps libre. Voilà. Alors, ce fondement-là, il est à risque, en fait, pour énormément d'activités modernes. C'est absolument évident.